Pendant la Seconde Guerre mondiale, les responsables américains et français ont poussé à l'avancement de l'opération Dragoon. L'idée était que les forces alliées envahissent le sud de la France en même temps que l'opération Overlord, le célèbre débarquement allié du jour J en Normandie. Cependant, un manque de ressources a conduit à l'annulation de l'opération Dragoon, et ce n'est qu'en août que le plan a finalement été mis en œuvre. Bien que l'opération Dragoon ait été critiquée et controversée au fil des années, notamment en étant opposée par le Premier ministre britannique Winston Churchill, de nombreux historiens soutiennent que cette campagne moins connue a contribué à assurer la chute du Troisième Reich. Plongeons-nous dans les stratégies et les tactiques de l'opération Dragoon. Bienvenue dans Guerre du monde. L'idée d'envahir le sud de la France est apparue pour la première fois en 1942 lorsqu'elle a été proposée par le général George Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine. Joseph Staline de l'Union soviétique et le président américain Franklin D. Roosevelt étaient tous deux ouverts à ce projet qui, s'il était exécuté comme prévu, en même temps que le plus célèbre débarquement en Normandie en juin 1944, verrait les troupes allemandes prises en étau entre deux opérations de grande envergure menées par les forces alliées. Lors des premières phases de planification, l'invasion de la Normandie était connue sous le nom d'opération Sledgehammer et pour la compléter, l'invasion du sud de la France a été baptisée opération Anvil. Cependant, leurs noms ont ensuite été changés en opération Overlord et opération Dragoon. Dès le début, cependant, l'opération Dragoon a eu ses détracteurs, notamment le Premier ministre britannique Winston Churchill. Churchill soutenait que les ressources utilisées pour ce plan seraient mieux employées pour les opérations alliées en Italie et il a plaidé pour une invasion des Balkans riche en pétrole à la place. Il affirmait que si les forces alliées agissaient ainsi, elles pourraient accomplir plusieurs objectifs à la fois, notamment priver l'Allemagne de pétrole, freiner l'avancée des troupes soviétiques et placer les forces alliées dans une meilleure position pour négocier en Europe à la fin de la guerre. Au fil de la bataille, Churchill trouva l'invasion du Sud de plus en plus inutile. Il pensait que ce n'était qu'une question de temps avant que le Troisième Reich ne s'effondre sous les coups des troupes alliées, et il s'inquiétait de voir les Soviétiques avancer dans des pays comme la Pologne et la Roumanie. Il soutenait que même lorsque les nazis tomberaient, les Soviétiques y remplaceraient simplement la tyrannie de Hitler par la leur. Selon les témoignages, Churchill avait une relation tendue avec les Soviétiques. Dans ses mémoires sur la Seconde Guerre mondiale, Churchill dénonçait ouvertement Staline, critiquant lui et son gouvernement pour leur incapacité à prévoir l'invasion nazie de l'Union soviétique à l'été 1941. Il décrira plus tard Staline et son gouvernement comme des simples d'esprit. Le plan initial de l'opération Dragoon prévoyait qu'elle ait lieu en même temps que l'opération Overlord qui devait être lancée le 6 juin 1944 en commençant par les débarquements de Normandie. Cependant, un obstacle au plan est rapidement apparu lorsque les dirigeants se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez d'hommes et de ressources militaires disponibles pour mener deux débarquements simultanés. L'opération Overlord elle-même avait récemment été étendue utilisant un front de 5 divisions, ce qui nécessitait à son tour davantage de landing ships, tanks ou navires de débarquement de chars, du matériel qui était également nécessaire pour l'opération Dragoon. Un autre problème qui a poussé les responsables à repenser leur stratégie fut la récente bataille d'Anzio, une campagne qui avait commencé en janvier 1944 et qui a tourné au désastre lorsque le général de division John Pigluca de l'armée américaine n'a pas su exploiter l'effet de surprise, permettant ainsi aux forces allemandes de se positionner pour organiser une riposte. Ils ont piégé les troupes alliées dans un bassin de marécage et ont lancé des tirs d'artillerie constants dans leur direction. Bien que Rome ait finalement été sécurisée, la bataille, qui a duré un peu moins de 6 mois, a entraîné 34 000 pertes américaines et britanniques. Le commandement allié a accepté de reporter l'opération Dragoon à la suite de ces revers, mais le plan a refait surface après le succès du débarquement de Normandie, ainsi que la découverte que les ports de Normandie n'étaient pas suffisamment adaptés pour approvisionner les troupes alliées en ressources. Appelés les ports Mulberry, ces ports préalablement construits étaient de situés près du site du débarquement de Normandie, mais ils avaient été détruits à la suite d'une période de mauvais temps, tandis que le port de Cherbourg, également en Normandie, avait été démoli par les Allemands pour empêcher les Alliés de l'utiliser. Cela signifiait que les Alliés devaient absolument sécuriser un port s'ils voulaient réussir l'opération Overlord.
Bien que Winston Churchill ne soit toujours pas convaincu par le complot, l'opération a été autorisée par le comité des chefs d'état-major alliés le 14 juillet. Elle a été renommée de l'opération Anvil à l'opération Dragoon le 1er août et son lancement a été prévu pour le 15 août. 2 semaines avant le début de l'opération, Winston Churchill a suggéré que le lieu de l'opération Dragoon soit déplacé vers la côte bretonne en France, en Allemagne, mais son idée a été rejetée. Et le président Roosevelt ainsi que Dwight Eisenhower, le commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, ont tous deux choisi de maintenir le plan tel quel. Non seulement Marseille, dans le sud de la France, était un emplacement idéal pour établir un port pour leurs troupes, mais les dirigeants savaient également que plus de 100 000 soldats allemands occupaient en la région. Les forces alliées n'avaient pas réussi à percer et il n'y avait pas assez de troupes pour protéger adéquatement la zone et repousser les Allemands. Déployer davantage de soldats dans le sud de la France résoudrait donc de multiples problèmes. Une fois les ports ouverts avec succès, les dirigeants alliés pourraient facilement envoyer des renforts. Les autres objectifs de l'opération comprenaient le fait de forcer les troupes ennemies à quitter le pays et à retourner à la frontière allemande, ainsi qu'à utiliser les soldats français pour renforcer le moral et redonner du pouvoir à la nation, car jusqu'à présent, les Français avaient eu peu à voir avec leur propre libération. Il a été décidé que l'opération Dragoon verrait les troupes débarquer sur la côte du Var, à l'est de Toulon, une autre ville dotée d'un port stratégique. Tirant les leçons des affrontements précédents, notamment la bataille d'Anzio, et le débarquement de Normandie, les planificateurs ont choisi un lieu de débarquement sans hauteur contrôlé par les Allemands, estimant que la meilleure stratégie serait d'isoler le champ de bataille en détruisant plusieurs ponts clés, entravant ainsi les efforts allemands de ravitaillement et de renfort. Pour aider les forces alliées à réussir, il a également été décidé que les troupes devaient rapidement s'emparer des hauteurs dominant les plages. L'opération Dragoon était un plan d'envergure. Les forces américaines, dirigées par le général de division Lucien Truscott, devaient arriver en premier et sécuriser une tête de pont en 24 heures. Des unités de commando françaises, américaines et canadiennes devaient aider à protéger la zone et entre 50 000 et 60 000 soldats et 6 500 véhicules devaient ensuite être envoyés. Ensuite, de nombreuses unités devaient être larguées dans les régions proches des villes de Draguignan et Le Muy, qui seraient ensuite capturées pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains des Allemands et pour permettre le lancement d'une contre-attaque. Par la suite, les troupes américaines devaient se diriger vers le nord, capturant les villes de Lyon et de Dijon, où elles prendraient contact avec les soldats alliés dans le nord du pays. Ensuite, les troupes de l'armée française débarqueraient et prendraient le contrôle des ports de Marseille et Toulon. Pour les aider à préparer l'invasion, l'armée américaine avait demandé au public de leur fournir des photographies prises sur les plages de la Riviera avant la guerre. Cela les a aidés à établir des points de repère et a permis aux officiers du renseignement de créer des croquis panoramiques de la région, ainsi que de repérer des détails importants et utiles comme l'existence de quais où les bateaux alliés pouvaient être amarrés. Après les débarquements de Normandie, l'Allemagne avait été mise à rude épreuve. Ces troupes tentaient de faire face non seulement aux Alliés dans le sud, mais aussi à l'armée rouge qui avançait, et de tels mouvements exerçaient une forte pression sur la Wehrmacht et ses ressources. Ils s'attendaient pleinement à une seconde attaque en Méditerranée, et il était devenu de la responsabilité de la 19e armée allemande dirigée par le général Friedrich Wieser de protéger la région de Provence, dans le sud-est de la France, où se trouvent Marseille et Toulon. Wieser était à la tête d'une vaste force de 250 000 hommes, composée de 3 corps qui occupaient différentes zones de Provence, bien que ces 3 corps aient été répartis en 7 divisions. 3 d'entre eux étaient des unités fixes qui s'étaient installées le long de la côte et utilisaient des armes d'artillerie. Notamment, Wieser a rencontré de nombreuses difficultés malgré le grand nombre d'hommes à sa disposition. Premièrement, il manquait de moyens de transport. Et deuxièmement, il n'avait qu'une seule division blindée sous son commandement, qui elle-même n'était qu'à moitié de sa capacité, composée de seulement 75 véhicules et 14 000 hommes. De plus, cette unité était sous le contrôle du Führer et ne pouvait pas être retirée de la réserve sans la permission directe d'Hitler. Pour compliquer davantage sa situation, beaucoup des troupes de Wieser étaient des prisonniers de guerre russes et polonais enrôlés de force qui étaient inexpérimentés et ne parlaient pas très bien l'allemand, au point que peu d'entre eux pouvaient être affectés à des tâches comme la garde, car ils étaient incapables de prononcer correctement les mots de passe utilisés par les Allemands. Il y avait aussi des volontaires d'Europe de l'Est, principalement des soviétiques, dont beaucoup étaient mal équipés pour le combat, utilisant des armes anciennes provenant de divers autres pays européens.
Pire encore, il manquait de soutien aérien et naval. Environ 186 avions, 28 vedettes, lance-torpilles, 9 sous-marins, 5 destroyers et 15 patrouilleurs pouvaient être utilisés, mais le renseignement allemand avait indiqué que les forces alliées étaient équipées de moyens bien supérieurs, soit environ 300 000 hommes, 2000 avions et plusieurs centaines de navires. Ce que Wieser possédait était insuffisant. Mais malgré cela, il devait faire avec. Les Allemands en Provence comptèrent sur 106 pièces d'artillerie côtière et sur l'ingénierie allemande sophistiquée qui allait permettre la construction de blockhaus, de murs anti-chars, de pièges à chars, de champs de mines et d'armes lourdes camouflées. Malgré de faibles espoirs, Wieser a tenté d'optimiser une situation difficile. Il prévoyait de résister dans un premier temps à l'invasion alliée et de causer autant de dégâts que possible avant d'organiser une lente retraite vers le nord. Mais cette idée allait bientôt être anéantie lorsque Hitler ordonna qu'aucune troupe ne se retire du sud de la France. Les forces alliées commencèrent à quitter différents ports le 10 août. La Wehrmacht ne tarda pas à être informée de leur mouvement grâce à des messages radio décryptés, et bien qu'il n'y ait rien qui indique où les navires se dirigeaient, Wieser supposa qu'ils se rendaient dans le sud de la France. Il eut rapidement raison lorsque les navires alliés apparurent le long de la Riviera, tirant sur les bases aériennes allemandes et d'autres structures dans le but de les acculer. 880 navires et embarcations de débarquement participèrent à l'assaut, ainsi que 5000 avions. La première était composée de nombreux cuirassés anciens mais robustes, dont l'inconvénient était qu'ils n'étaient pas aussi rapides que les navires modernes, mais dont l'avantage résidait dans leur puissance de feu contre l'ennemi et les bâtiments ennemis. Pendant ce temps, Wyss avait demandé à Hitler l'autorisation de faire venir la 11e division blindée, mais aucune réponse ne fut donnée avant le 13 août, lorsqu'il ordonna la résistance par tous les moyens disponibles, quelques jours seulement, avant le jour du débarquement de l'opération Dragoon. La division blindée fut ensuite embarquée dans des trains, prête à partir vers l'Est le lendemain, mais les attaques aériennes des Alliés forcèrent les Allemands à abandonner l'idée de voyager en train et à emprunter les routes à la place. En plus d'attaquer les voies ferrées, les forces alliées y avaient également ciblé les ponts et le réseau de communication des Allemands dans l'espoir de perturber leurs opérations. Aux premières heures du 15 août, environ 396 avions de transport de troupes quittèrent les aérodromes autour de Rome en direction du sud de la France, prêts à larguer plus de 5000 parachutistes de la première force aéroportée sur leurs destinations assignées. Mais en plus de cela, dans le but de tromper les forces allemandes, environ 300 mannequins habillés en parachutistes américains furent également largués sur divers champs de bataille vides. Ils étaient équipés de charges explosives et produisaient de forts bruits à l'impact. Ces mannequins visaient à effrayer et faire fuir les troupes allemandes inquiètes. La tactique visant à détourner l'attention des véritables parachutistes fut très réussie et constitua une grande victoire pour les forces alliées. Pour les Allemands, cependant, ce fut une humiliation absolue. La radio de Berlin aurait déclaré le lendemain qu'un tel complot, je cite, n'aurait pu être imaginé que par l'esprit anglo-saxon le plus bas et le plus sinistre. Fin de citation. L'opération Roméo fut l'une des premières étapes de la plus vaste et globale opération Dragoon. Lancée le 15 août, elle vit 800 commandos français débarquer sur la plage du Cap-Nègre, où ils escaladèrent une falaise de 107 mètres afin de détruire l'artillerie allemande. Le sergent Georges de Belloc grimpa de son bateau dans un réseau de tranchées qu'il pensait abandonner, mais il ne tarda pas à découvrir qu'elles étaient en réalité occupées. Au cours des heures suivantes, des échanges de tirs légers eurent lieu entre les troupes allemandes, Belloc notant, je cite, « À partir de ce moment-là, pendant toute la nuit suivante, les Boches n'ont pratiquement pas cessé de se tirer dessus. » Fin de citation. Pendant ce temps, les troupes du sergent Noël Texier entamèrent l'escalade de la falaise. Les Allemands, qui remarquèrent le groupe, lancèrent des grenades, tuant Texier qui, malheureusement, était en mission de combat pour la dernière fois. On dit qu'il a été le premier soldat allié tué lors de l'opération Dragoon.
Malgré ce revers, les troupes françaises continuèrent d'avancer, tandis que d'autres soldats français, sous le commandement du lieutenant-colonel Georges Rigy-Bouvet, commencèrent à escalader la falaise depuis une autre zone, surprenant les Allemands au sommet. Les deux groupes de soldats français se sont réunis pour détruire les pièces d'artillerie au sommet de la falaise, puis ont commencé à installer un barrage routier sur l'autoroute voisine. L'unité commando d'élite conjointe canado-américaine, la première force de service spécial, également connue sous le nom des Diables Noirs, n'a pas eu autant de facilité lors du débarquement du Her Majesty's Canadian Ship Prince Henry aux premières heures du matin. Bien qu'ils n'aient pas rencontré de résistance allemande au début, ils se sont retrouvés face à une végétation impénétrable à hauteur d'homme, un type de broussaille qui a ralenti leur progression, ce qui a finalement permis aux Allemands d'ouvrir le feu sur leur position. Le sergent Kenneth Betts se souvient du moment où un obus de mortier est tombé juste devant lui, déclarant « Si j'avais été ailleurs que là où j'étais, je serais mort. Cela ne m'a pas assommé mais m'a désorienté. Ça a tué 5 gars d'un côté et 5 gars de l'autre. Je n'ai pas dû une égratignure. » Ils ont dit que Betts l'a eu cette fois-ci. Non, c'est faux. En sortant, quelqu'un a crié « Mon Dieu, il y a un cadavre qui vient vers moi. » Il croyait qu'on était tous morts. En progressant à travers la végétation dense, le terrain difficile et les tirs d'obus constants, l'unité était finalement arrivée devant une série de canons. Mais il n'y avait aucun soldat allemand en vue. Un instant après, ils en ont saisi la raison. Ces canons étaient à des leurs. Les Allemands avaient découpé des tuyaux d'évacuation pour faire croire, de loin, que des canons étaient installés à cet endroit. Plusieurs mois après, le chaos s'est amplifié avec l'intensification des tirs de mortiers allemands. 200 soldats allemands se cachaient dans une grotte voisine et les Diables Noirs sont partis à leur poursuite, aidés par les tirs du His Majesty's Ship Lookout. Les troupes alliées, armées de puissantes armes anti-chars, ont tiré dans la grotte, ce qui a rapidement conduit à la reddition des Allemands. L'unité découvrit plus tard plus de 50 soldats allemands retranchés dans un fort en pierre et tenta de les capturer, mais les tirs de la marine n'ont pas réussi à pénétrer le bâtiment. Des renforts furent rapidement appelés, moment où les Allemands se rendirent à nouveau. Au cours de cette opération, environ 300 Allemands furent tués et 700 furent faits prisonniers. Seuls 11 soldats alliés furent tués et 50 autres furent blessés. L'opération Roméo fut un succès. D'autres opérations eurent lieu à la plage Delta et autour de la commune de Le Mouy lorsque des troupes, y compris celles de la 45e division d'infanterie, une unité américaine, furent débarquées sur la plage vers 4h30 du matin. Les éclaireurs ont atterri les premiers, les Britanniques installant rapidement leurs balises radar. Cependant, les éclaireurs américains ont été moins chanceux et l'absence de balises a empêché les avions de trouver la zone de largage du 509e bataillon de parachutistes. Les conditions ont été aggravées par le brouillard épais et les parachutistes ont ensuite été largués après que les pilotes ont estimé leur position en se basant sur les sommets des collines environnantes. De nombreux soldats ont dû se couper pour se libérer après que leurs parachutes se soient accrochés dans les arbres. Mais alors que la grande majorité des parachutistes avaient été largués près de leur zone d'atterrissage, même ceux sans balises, beaucoup se sont retrouvés à des kilomètres de leurs objectifs. Le lieutenant-colonel Melvin Zeiss était l'un de ces hommes. Largué à 40 km de son objectif, il a rassemblé 105 parachutistes et le groupe s'est dirigé vers la zone de largage. Alors qu'ils progressaient difficilement, des chasseurs bombardiers alliés les prirent brièvement pour cible, piquant sur eux et larguant des bombes. Mais un parachutiste vif d'esprit réussit à sortir et à diffuser de la fumée jaune, un signe qu'ils étaient eux-mêmes des forces alliées et les avions poursuivirent leur route. Ils eurent une autre frayeur lorsqu'ils tombèrent sur une autre colonne de soldats, armés et portant des uniformes différents. Au début, Zeiss pensait que ces hommes étaient l'ennemi, mais un autre parachutiste fit remarquer les bérets rouges des hommes et il fut établi qu'il s'agissait de membres de la 2e brigade de parachutistes qui, eux aussi, se dirigeaient vers leur objectif, ayant également été largués à des kilomètres de leur destination. Les deux groupes se sont réunis et ont continué leur chemin, finissant par tomber sur un convoi allemand. L'affrontement qui s'ensuivit entraîna la mort ou la capture des soldats allemands. Malgré quelques ratés, les atterrissages des parachutistes furent globalement un succès.
La résistance allemande était faible dans la plupart des secteurs et de nombreux soldats ennemis se rendirent rapidement en découvrant la richesse des ressources dont disposaient les Alliés, ainsi que le nombre de renforts qu'ils pouvaient appeler. Par ailleurs, les mines terrestres allemandes étaient l'un des plus grands défis pour les forces alliées. Mais malgré cela, les premières étapes de l'opération Dragoon se déroulèrent encore mieux que prévu. Les parachutistes ont largement rempli leur mission, tendant des embuscades aux convois, posant des mines et faisant sauter des ponts, puis attaquant les patrouilles allemandes. Cependant, la commune de Lemoine restait hors de portée pour les Alliés. Elle était fermement sous contrôle allemand, et après avoir entendu les rapports des soldats allemands survivants concernant toute l'activité des parachutistes britanniques et américains, les Allemands commencèrent à détruire les installations portuaires de Saint-Tropez. Quelque temps après 6 heures du matin, les landing ships tanks commencèrent une attaque, accompagnés par des navires alliés bombardant les ponts sur le bas Rhône, coupant la 11e division blindée allemande pour l'empêcher de traverser et d'apporter son soutien. Les combats les plus violents eurent lieu sur la plage Camel Red, près de la ville de Saint-Raphaël. La zone était défendue par des canons côtiers allemands fixes et des armes anti-aériennes, et le soutien de navires de guerre, d'avions bombardiers et de dragueurs de mines serait sollicité par les forces alliées afin de leur permettre de progresser. Le 142e régiment, dirigé par le lieutenant-colonel George E. Lynch, devait attaquer vers 14 heures après que les défenses allemandes eurent été à plusieurs reprises pilonnées par des tirs nourris, ouvrant la voie aux navires de débarquement pour s'approcher de la plage. Cependant, il est vite apparu que leur assaut continu avait peu d'effet et que le navire n'arrivait toujours pas à s'approcher suffisamment du rivage pour permettre aux troupes alliées de débarquer. Malgré les efforts de plus de 90 bombardiers, des navires de guerre de la marine et la destruction des obstacles sous-marins, le rivage restait hors de portée. Le plan a été encore entravé par le fait que beaucoup des vedettes sans pilote envoyées pour détruire ces obstacles sous-marins n'ont pas réussi à le faire, seulement 3 ayant explosé comme prévu. Les autres ont été détruites, se sont échouées ou ont été mises hors d'état de nuire d'une autre manière. N'ayant aucun moyen d'approcher du rivage, le contre-amiral Spencer G. Lewis a ordonné que les troupes, qui faisaient partie de l'équipe Beach Red, débarquent dans une autre zone de la plage qui avait déjà été sécurisée. La 36e division a donc débarqué sur ce qu'on a appelé la plage Camel Green, d'où elle a pu rejoindre Camel Red, et sa part de l'opération a finalement été considérée comme un succès. Bien que le général de division Lucian Truscott Jr. ait été contrarié par le changement de plan, allant jusqu'à qualifier la décision de Lewis, je cite, « d'effort grave qui méritait au moins un blâme », il a été forcé de reconnaître, après l'accomplissement des tâches de la 36e division, « ils n'ont subi que 75 pertes et ont capturé 236 Allemands. » Les autres unités ont eu beaucoup plus de facilité à sécuriser les étendues de plage qu'elles devaient capturer. La plage Delta a été sécurisée par la 3e division d'infanterie et après avoir affronté des soldats allemands retranchés dans des casemates, ils se sont rapidement rendus, la plupart semblant hébétés et confus à cause du lourd bombardement. Pendant ce temps, sur la plage Alpha, le 756e bataillon de chars a déployé de nombreux chars Sherman Duplex Drive, également appelés chars Donald Duck, qui sont montés à terre et auraient tout pu fournir un soutien massif aux troupes alliées, mais cela n'a pas été nécessaire. Ils ont vite réalisé que les tranchées allemandes étaient désertées, seules des mines restaient comme défense dans la zone. À 8h50, la plage Alpha Rouge était sécurisée. Les débarquements alliés furent, de l'avis général, un triomphe, en partie grâce aux faibles pertes subies par leurs forces, avec seulement 95 soldats tués et 385 blessés. Du côté des Allemands, ils avaient du mal à repousser. Les lignes de communication coupées ont semé la confusion parmi les troupes au sol, les commandants sur le terrain ne pouvant communiquer avec le quartier général. Isolés et seuls, ces commandants furent contraints de prendre des décisions et de faire des plans sans le soutien de leurs supérieurs. Wieser décida d'essayer de repousser les forces alliées dans la région de Lemuy et San Rafael. Il demanda au commandant de la 189e division d'infanterie d'organiser une contre-attaque sur les têtes de pont voisines. Bien qu'un groupe ait été formé, il n'a pas pu agir, entravé par la forte résistance des forces françaises de l'intérieur, ou forces françaises de l'intérieur, un groupe de résistants qui avait été renforcé par des troupes britanniques. La grande unité allemande ad hoc
a finalement pu réagir le lendemain, le 16 août, et a été divisé en deux pour ce faire. Des hommes ont été envoyés à Draguignan pour renforcer le quartier général du corps d'armée, d'autres à Le Moy et à la tête de Pontarlier. Cependant, à ce moment-là, les forces alliées étaient mobilisées et prêtes à riposter, et les Allemands ont finalement commencé à battre en retraite pendant la nuit. Vers la même période, la Wehrmacht est arrivée à San Rafael, où elle a affronté les Alliés qui tentèrent de prendre le contrôle de la ville. Les combats ont duré moins d'un jour. Les contre-attaques allemandes ont été repoussées et San Rafael sécurisé. Les forces allemandes faiblissaient face aux renforts, approvisionnement et équipement constant des Alliés. Reconnaissant la situation, Adolf Hitler a dû revenir sur sa déclaration de résistance par tous les moyens. Il a accepté que les groupes d'armées G et B soient autorisés à se replier. Il était prévu que le groupe d'armées G et toutes les autres forces militaires dans le sud de la France, à l'exception des troupes de forteresse stationnaires, se déplacent vers le nord et rejoignent le groupe d'armées B, où une nouvelle ligne défensive pourrait être organisée depuis la commune de Sens jusqu'à la ville de Dijon et jusqu'à la frontière suisse. Les forces alliées ont rapidement appris ce plan grâce à des renseignements décryptés, et elles ont choisi de suivre les troupes allemandes dès qu'elles ont commencé leur repli, aux grandes dames des soldats allemands qui n'ont pas réussi à battre en retraite assez rapidement. Bien qu'ils aient prévu d'établir une ligne de défense sur le Rhône, les troupes américaines avançaient trop rapidement. Les communes de Barjol et de Brignoles furent rapidement capturées par les forces alliées et il était prévu que dans les jours suivants, elles prendraient Toulon et Marseille, coupant ainsi avec succès les troupes allemandes. Pendant ce temps, d'autres groupes de soldats alliés se dirigeaient vers Draguignan. Le 18 août, ils ont encerclé le quartier général du corps de réserve de l'armée et capturé son commandant Ferdinand Nelung, puis le reste de la ville. Johannes Blaskowitz, commandant du groupe d'armée G, a décidé de sacrifier la 242e division d'infanterie de la Wehrmacht à Toulon et la 244e division d'infanterie à Marseille afin de permettre à ces hommes du groupe d'armée G de battre en retraite. Les unités françaises qui avaient aidé à sécuriser les têtes de pont avec les autres forces alliées avaient déjà commencé à se diriger vers Marseille et Toulon, se préparant à un combat difficile contre les Allemands dans lequel elles espéraient réussir et reprendre les villes au contrôle nazi. Bien que le plan fût de capturer les villes portuaires l'une après l'autre, le retrait allemand et l'avancée alliée qui s'ensuivit permirent au commandant français Jean de Lattre de Tassigny de lancer des assauts sur les deux ports en même temps. Il envoya 2 de ses généraux prendre leurs hommes et approcher Toulon par différents côtés. Et bien que les Allemands dans ces villes fussent bien équipés, ils n'avaient pas eu suffisamment de temps pour se préparer à une attaque. Néanmoins, les combats se poursuivirent et les forces françaises entrèrent dans Toulon le 21 août, où elles rencontrèrent une résistance supplémentaire. 5 jours plus tard, les dernières forces allemandes dans la ville se rendirent. Le 32e Benassadiade. Bien que les Français aient subi 2700 pertes, ils ont pu capturer les troupes allemandes restantes. À Marseille, les troupes françaises lancèrent leur assaut sans préambule. Comme les Allemands n'avaient pas évacué la ville de ses civils, ses citoyens sont devenus hostiles envers eux et de violents combats ont éclaté. Au cours des jours suivants, un barrage constant d'attaques mené à la fois par les forces françaises de l'intérieur et les troupes françaises fit commencer à faiblir les bastions allemands. Et le 28 août, les Allemands se sont officiellement rendus. On a déploré encore 1825 pertes françaises et 11 000 soldats allemands ont été capturés. Notamment, les ports des 2 villes avaient été démantelés par les ingénieurs allemands. Mais malgré tout, la prise de ces villes si stratégiquement situées fut un coup dur pour l'Allemagne, Adolf Hitler reconnaissant plus tard, je cite, « Le 15 août a été le pire jour de ma vie », fin de citation. Le 21 août, la Task Force Butler, nom donné à un détachement séparé mobilisé composé de chars alliés, de chasseurs de chars et d'infanterie mécanisée, occupait les collines au nord de la ville de Montelemar. Ayant suivi les Allemands en retraite à travers le pays, elle manquait désormais de ravitaillement et avait consommé la majeure partie de son carburant, la rendant faible et incapable d'affronter les troupes allemandes. Malgré tout, la force ouvrit le feu sur les troupes allemandes en évacuation en attendant des renforts.
Elle fut accompagnée dans cette tâche par les forces françaises de l'intérieur et sa présence, ainsi que la menace qu'elle représentait, surprirent le commandement allemand qui décida de faire appel à la 11e division blindée pour améliorer la situation. En plus de la division blindée, une force ad hoc fut également mobilisée pour prêter main forte, et bien que les Allemands aient réussi à isoler le groupement tactique Butler des ravitaillements attendus, leur succès fut de courte durée. Le lendemain, la 36e division d'infanterie arriva pour soutenir le groupement tactique, et dans les jours qui suivirent, d'autres troupes et ravitaillements arrivèrent. Le groupement tactique Butler fut dissous le 23 août, et le commandant de la 36e division d'infanterie, John E. Dahlquist, prit le contrôle de ces unités. Le 24 août, un grand nombre de soldats de la 11e division blindée étaient enfin arrivés dans la zone de combat après avoir eu du mal à le faire en raison du chaos qui régnait dans la ville pendant que les troupes tentèrent d'évacuer. L'arrivée des unités blindées empêcha les troupes alliées de mener une attaque directe. Alors que les Allemands cherchaient à repousser les Alliés des collines et à se mettre hors de portée, leurs plans furent de modifier lorsqu'après des combats difficiles, ils réussirent à s'emparer des plans opérationnels de Dahlquist. Avec de nouvelles informations, Wieser planifia une attaque majeure pour le 25 août, mais malgré le rassemblement de la 11e division blindée, de la 198e division d'infanterie et de quelques groupes de combat improvisés, le plan échoua finalement. Les Alliés ripostèrent et réussirent à reprendre les collines dont ils avaient failli être chassés. Pour empêcher une fuite allemande, ils établirent un barrage routier temporaire. Cependant, le barrage routier fut levé plus tard dans la nuit. Des renforts de la 45e division furent rapidement envoyés pour aider les Alliés, tandis que les Allemands reçurent également un soutien supplémentaire. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils n'atteignent une impasse, les deux camps devenant frustrés. Les Allemands ne parvenaient pas à repousser les Alliés, mais en même temps, les Alliés ne pouvaient pas empêcher efficacement une fuite allemande, car leur barrage temporaire était toujours détruit par des contre-attaques. Finalement, entre le 26 et le 28 août, la plupart des forces allemandes s'étaient échappées. Le 29, les Alliés ont sécurisé Montelemar et les troupes allemandes restantes se sont rendues. Les Allemands ont subi 2100 pertes contre 1575 pour les Alliés, tandis que 8000 Allemands supplémentaires ont été capturés. Au cours des jours suivants, les forces alliées ont poursuivi les Allemands et ont tenté de les couper alors qu'ils essayaient d'évacuer par la ville de Lyon. Pour semer les Alliés, les troupes allemandes ont commencé à faire sauter les ponts derrière elles, mais les Alliés continuaient à réussir. Ils ont capturé la ville de Meximur le 1er septembre, ce qui a porté un coup au plan d'évacuation allemand. La 11e division blindée, qui tenait toujours, a participé à une attaque contre la ville, ce qui a entraîné 215 pertes américaines. La ville de Lyon a été libérée du contrôle allemand le 3 septembre, tout comme la commune de Montrevel, bien que lors des combats pour cette dernière, le 117e escadron de cavalerie ait été presque entièrement anéanti par la 11e division blindée. Les troupes alliées restantes ont sécurisé Marbeau après s'y être déplacées. Une nouvelle impasse s'est installée dans les semaines suivantes. Les Alliés avaient du mal à couper les lignes allemandes qui elles-mêmes peinaient à rester solides. Le 14 septembre, le groupe d'armées G a finalement réussi à établir une telle ligne dans les Vosges et les forces alliées ont arrêté leur poursuite des Allemands en fuite, marquant ainsi la fin de l'opération. Plus de 3000 soldats américains ont été tués ou portés disparus lors de l'opération Dragoon et 4500 autres ont été blessés. Les Français ont perdu 1144 soldats, tandis que 4346 des leurs ont été blessés. Cependant, les Allemands ont subi les pertes de loin les plus lourdes. Ils ont perdu 100 000 soldats, faits prisonniers de guerre, soit environ un tiers de leurs troupes dans le sud de la France. Alors que l'ensemble du plan avait permis aux forces alliées de libérer la majeure partie du sud de la France en seulement quelques semaines, il avait également porté un coup important aux forces allemandes, deux éléments considérés comme un immense succès. L'échec de l'opération Dragoon réside dans son incapacité ultérieure à couper la retraite du groupe d'armées G, qui a réussi à parcourir plus de 500 km et à s'échapper en grande partie intact. Cette erreur est principalement due à un manque de carburant. Les planificateurs de l'opération Dragoon n'ont pas pu anticiper à quelle vitesse les forces alliées pourraient traverser le pays, et ils n'étaient donc pas suffisamment préparés pour cette tâche.
Même ainsi, un objectif majeur de l'opération était de libérer à la fois Toulon et Marseille afin que leurs ports puissent être utilisés, et cela avait été accompli. À la suite de la fin de la campagne, les chemins de fer et les ports ont été remis en service, permettant ainsi l'acheminement de ravitaillement dans le pays. En octobre 1944, plus de 500 000 tonnes de ravitaillement ont été déchargées, soit environ un tiers du fret allié envoyé sur le front de l'Ouest. La campagne a eu des répercussions politiques ressenties dans toute la France. Y compris seulement 2 jours après le débarquement dans le sud du pays, des membres de l'agence de renseignement, le Sicherheitsdienst, ont fait irruption dans les bâtiments du gouvernement français et ont déplacé de nombreuses personnalités importantes, d'abord à Belfort dans le nord-est, puis vers le sud de l'Allemagne. Winston Churchill a maintenu sa position selon laquelle l'opération n'avait pas été une cause valable, affirmant que le complot les avait empêchés de libérer l'Europe de l'Est. Et plusieurs soldats hautement décorés ainsi que des journalistes partageaient en partie son avis, soutenant que ces ressources auraient dû être utilisées pour renforcer le front italien ou pour aider ceux qui avaient débarqué en France dans le cadre de l'opération Overlord. De plus, il a été dit que parce que les forces alliées se sont arrêtées en France à la fin de la campagne, Staline a pu adopter et employer des stratégies plus offensives, ce qui lui a permis d'atteindre Berlin avant les troupes britanniques et américaines, ainsi que d'occuper les Balkans. Aujourd'hui, l'opération Dragoon est souvent appelée l'autre jour J. Bien que peut-être moins connue que l'opération Overlord, elle est considérée par de nombreux historiens, personnalités politiques et responsables militaires comme ayant grandement contribué à la libération du front de l'Ouest et à la chute du Troisième Reich.